Tu vas nous présenter des choses intéressantes alors sur la Guadeloupe. Voilà, donc pas seulement sur la Guadeloupe, c'est un problème qui concerne le monde. Et donc poussière du désert et asthme. Alors pourquoi on s'intéresse à ce problème? On s'aperçoit que les hautes autorités de santé onusiennes se sont penchées récemment sur ce problème et ont pondu un opus de plus de 150 pages avec plus de 300 auteurs. Donc, vous voyez les autorités onusiennes de l'environnement. Hein. En bas, UNEP, la World Meteorology Organization et aussi les autorités onusiennes de lutte contre la désertification. Donc, pourquoi parler de poussière du désert et quel est l'intérêt? Vous voyez ici, hein, on estime à 2000 millions de tonnes de poussière déversées chaque année dans l'atmosphère. Ça commence, alors ça, à quoi c'est dû? C'est dû au changement climatique et à la désertification de plus en plus importante hein, des zones dont je vous montrerai après les points essentiels. Vous voyez que ces poussières, ils ont un effet humain qu'on va parler maintenant, mais ils ont aussi des problèmes au niveau de l'agriculture, des infrastructures et surtout du transport, parce que ces poussières ils ont des caractéristiques d'oxydation qui peuvent abîmer les transports, surtout en avion. Ils ont aussi, donc ces 2000 millions de poussières, ils ont une caractéristique essentielle qui concerne l'homologue là. 90% des particules sont inférieures à 10 micromètres et donc inhalables dans le système respiratoire. La deuxième chose importante avec ces poussières, c'est qu'ils ont un transport particulier dans la troposphère et donc ils vont faire quasiment le tour de la planète et ils ont la capacité de transporter aussi bien la pollution anthropique d'un pays vers l'autre, aussi bien les pollens d'un pays vers l'autre, et également des métaux et des microbes également. Donc ces poussières, ils vont retomber donc, sous forme d'une pluie sèche sur les populations et ils vont causer donc, des effets sur la santé. Alors, il y a pas mal de workshops sur le sujet cette année, au moins une quinzaine. Vous voyez qu'il y a le Sound Dust Storm avec un World Advisory avec un certain nombre d'auteurs qui se réunissent. Alors, les gens les plus concernés sont aussi les gens au pourtour de l'Europe, hein, les Espagnols, les Grecs, les Italiens, qui travaillent sur ce sujet. Alors, vous voyez que les publications aussi sur le sujet, donc c'est arrêté en 2009, mais alors qu'ils étaient très très faibles à cette époque, commencent à augmenter de manière importante. Et cette année, il y a au moins une vingtaine de publications sur le sujet. Alors, ça on en a parlé, hein, les causes de mortalité sur 12 millions de mortalités en 2012, et selon l'OMS, hein, donc à peu près 7 millions de décès. Vous voyez ces décès, donc les AVC, les cardiopathies ischémiques et les cancers sont essentiellement rapportés à la pollution. Donc il y a plusieurs études qui montrent que, à cause de la pollution, les bronchites chez les enfants vont largement augmenter si on fait une projection en 2060, hein, en millions de cas. Et puis l'asthme également, hein, les symptômes d'asthme, vous voyez que plus de 360 millions de symptômes par jour. Donc c'est la projection en 2060, et cela concerne surtout les enfants 5 à 19 ans et 6 à 12 ans. Donc la pollution, c'est aussi donc, ce qu'on appelle la pollution anthropique. Donc vous avez les différents polluants, hein, le SO2, le NO2. Vous voyez aussi ceux qui les produisent, hein, ici par exemple tout ce qui est combustion, les particules
2,5 sont aussi, comme l'a montré Funchang, sont aussi un marqueur de la pollution anthropique, c'est-à-dire la pollution par les activités humaines, le carbone, les composants volatiles organiques, et aussi il y a une partie quand même, l'ammonium qui est produit dans les solvants d'agriculture. Ça, c'est ce que l'on connaît bien. À côté de ces sources, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les poussières, donc les sources naturelles, c'est-à-dire les poussières, et essentiellement les poussières émises dans les zones où il y a cette production de poussière déverse les 2000 millions de tonnes dans l'atmosphère. Alors, la question c'est, est-ce qu'il existe une association entre ces poussières du désert et l'asthme, en sachant justement que 90% de ces poussières sont inhalables. Alors, quelles sont les zones qui produisent de la poussière? Vous voyez que là, ce sont des dégâts qui sont marqués ici, donc plus de 100 000 tonnes. Donc, vous voyez que la région qui produit le plus, c'est cette région d'Afrique. Hein. On en reparlera spécifiquement, donc le Sahara. Il y a aussi une production de poussière dans tout le Moyen-Orient, hein, mais aussi en Chine, en Inde, en Australie, dans la pointe de l'Afrique, et vous voyez aussi au niveau de l'Amérique du Sud, et puis très peu en Amérique du Nord. Si on regarde la poussière du Sahara, par exemple, hein, c'est cela. Voilà. Donc c'est au niveau de cette zone, hein, à l'époque, au temps de l'Holocène, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, c'était un lac de plus de 10 000 km², et ce lac s'est desséché petit à petit, et c'est à partir de son passé lacustre qu'il s'est formé des roches qui sont très friables, qu'on appelle les diatomites, et ces roches s'envolent maintenant complètement dans la troposphère. Hein. Il y a à ce niveau des vents qui sont très violents, qui vont donc faire des tourbillons et envoyer la poussière dans la troposphère. Si on regarde comment ça se passe, vous voyez ici la dépression de Beaudelet. Cette dépression, c'est le fond du lac. Il y a deux montagnes, la montagne de Tibesti qui est à 2600 mètres et la montagne de l'Enedi qui est à 1000 mètres, le plateau de l'Enedi qui est à 1000 mètres. Et entre ces deux éléments, il y a des vents très très violents qui vont détacher les parties rocheuses et les faire transporter dans l'atmosphère. Voici ces vents pris en photo. Vous voyez ici la montagne du Tibesti, la dépression de Beaudelet, l'Enedi, et on a même baptisé ces vents, hein, Beaudelet Low Level Jet, qui va éroder complètement toutes ces roches qui sont déjà très friables. Alors, ces poussières vont se retrouver dans la troposphère, hein, et vont pouvoir faire quasiment le tour du monde avec un système de transport particulier. Vous voyez là un phénomène, c'est un phénomène qui est très important quand il arrive. Hein. Vous voyez ici une production de poussière qui est visible sur le satellite MODIS et qui va envahir Chypre et une partie de la Turquie. Donc, et avec une projection également et ces poussières, ils vont partir vers d'est en ouest. Alors, comment se fait ce transport? Je prends l'exemple des Antilles. Vous voyez l'Afrique qui est ici, l'Amérique du Sud qui est là, la Guadeloupe qui est là. Vous avez la zone de convergence intertropicale, qui est la convergence entre les alizés qui viennent du nord et les alizés qui viennent du sud. Et cette zone va conditionner le passage des brumes de poussière du sable, soit vers l'Amazone, soit vers la Guadeloupe. Lorsque ces poussières du Sahara vont vers l'Amazone, c'est très important parce que sans ces poussières, il n'y aurait pas d'Amazone. Ils déversent à peu près 30 000 tonnes de phosphore sur l'Amazone. Deuxièmement, ils contiennent 10% de métal, et ce métal, notamment du fer, sans ce fer, il y aurait très peu de plancton dans l'Atlantique. Donc ils ont quand même un effet bénéfique. Alors, vous voyez ici les deux situations. La situation en été, où là, le transport
transport se fait directement vers les régions de la zone Caraïbe, avec ensuite les États-Unis, puis un retour. Hein. Et puis, lorsqu'en hiver, la production est un peu moindre, et vous avez toute cette poussière qui se déverse sous forme de pluie sèche au niveau de l'Amérique du Sud. Alors là, avec le satellite, donc on voit ici plutôt en hiver, hein, vous voyez la zone qui va droit vers l'Amazone, et puis en été, hein, ces poussières qui sont quand même intenses et massifs, hein, qui vont directement vers les zones où il y a de la population dans les Caraïbes. Alors, quelle est la composition de ces poussières? Donc ce sont des poussières qui sont inférieures à 10 microgrammes, les marqueurs sont surtout les poussières inférieures à 10 microgrammes et les poussières comprises entre 2,5 et 10 microgrammes. Il y a également dans ces poussières des micro-organismes vivants, on verra un peu plus tard, bactéries, spores viables, pollen. D'ailleurs, les Américains ont découvert ces poussières du Sahara lorsque leurs coraux, au niveau de la côte ouest, commençaient à être attaqués par de l'aspergillus. Or, autour, dans la région, il n'y avait pas d'aspergillus. C'est comme ça qu'ils ont pris ces poussières et analysé et retrouvé des spores à l'intérieur. Il y a aussi du quartz, de l'oxyde de fer, du cuivre, du plomb et encore pas mal de phosphore aussi. Il y a un potentiel inflammatoire de ces particules sur les voies aériennes. Et il y a aussi un effet allergénique, on verra ça par la suite. Donc quand on voit la composition, on voit par exemple là, si on prend la composition du PM2,5, vous voyez que lorsqu'il y a les poussières du Sahara et les non-poussières du Sahara, la composition était pratiquement pareille. Il y a un tout petit peu plus de quartz. Sinon, les aérosols secondaires et marines sont très en faible quantité. Quand on voit les PM10 de 5, par contre, vous voyez que là, la composition en quartz est très élevée, de même que le nombre de métal également qui est à l'intérieur. Quand on regarde ce plan expérimental sur les cellules épithéliales humaines, on voit que lorsqu'on on voit qu'il y a une production de radicaux libres hein, par l'oxydation de stress qui est antagonisée ici par la déferoxamine. Donc c'est un travail de Rodriguez-Cotto en 2015. Et quand on regarde maintenant, quelques heures après, il y a une production dans l'organisme d'antioxydants, hein, notamment la glutathione transférase et l'HBO1. Et puis, au bout de 8 heures, la production de cytokines. Ça, ce sont dans les poussières du Sahara. Donc, il y a une partie qui va provoquer de l'inflammation. Si on regarde un tout petit peu ce qu'on trouve comme bactéries à l'intérieur, hein, vous voyez qu'on retrouve des bactéries. Vous voyez qu'on retrouve des bactéries qui sont surtout du type gamma protéobactéries, hein, de l'hémophilus, des légionelles, de l'Escherichia coli, du Bordetella, le virus de la méningite. Donc il y a tout ça qui peut être transporté. Il y a aussi bien sûr hein, de l'aspergillus également, et puis pas mal d'autres géants. Si on regarde aussi les graines de pollen, hein, ça c'est un travail qui a été fait à la Barbade, qui montre l'impaction des graines de pollen que l'on voit dans ces PM10. Ces pollens viennent d'endroits viennent du Sahara, mais viennent aussi d'autres endroits qui ont été traversés par ces poussières. Alors, comment se forment les gaz dans ces particules et comment se passe l'agrégation? Vous voyez que quand on regarde la molécule de carbone, hein, elle peut, avec des températures importantes, former une nucléation par coagulation. Donc, et petit à petit, comme ça, la particule va grossir. Vous voyez que là, elle est de l'ordre ultra fine. Lorsqu'elle va se condenser avec des gaz, elle va commencer à grossir. Le phénomène qui va les accrocher porte le nom de coagulation. Et puis, il y a des phénomènes browniens qui vont permettre d'accrocher et de grossir la molécule.
particules avec plusieurs composants à l'intérieur. Quel est l'impact de ces particules si on regarde leur impact sur le système respiratoire? Vous voyez que les grosses particules, ils s'impactent surtout dans le nez et sur l'arbre respiratoire. Les particules inférieures les particules autour de 2,5, c'est une impaction dans le poumon, mais il y a aussi des impactions et une sédimentation, et aussi la diffusion. Et les petites particules, par contre, ils vont passer dans la circulation générale et ils vont se retrouver un peu partout. Quels sont les effets de ces particules dans le poumon? Vous voyez que les PM, ils vont donc ils vont provoquer une oxydation de stress et une inflammation qui vont altérer, qui vont favoriser donc la COPD, les fibroses et l'asthme. Par contre, il y aura aussi dans cette oxydation de stress des lésions de l'ADN avec des phénomènes d'apoptose, mais aussi des phénomènes de cancérisation. Il y aura aussi une période d'oxydation qui est une forme d'inflammation très sévère. Donc, si on s'intéresse aux poussières du Sahara, on voit qu'à l'intérieur, il y a des micro-organismes, des minéraux, des allergènes. Tout cela va agir au niveau de la cellule épithéliale. Et puis, il y aura une cascade de cytokines et de cellules qui vont rentrer en jeu pour produire des phénomènes inflammatoires. Et on aura donc la possibilité d'avoir des rhinites et de l'asthme, avec les micro-organismes, la possibilité d'avoir des pneumonies, et avec la cascade des phénomènes inflammatoires, aussi des altérations des bronches, avec le BBC. Alors, quand on regarde cette revue qui montre un tout petit peu les effets de ces poussières, on voit que ça atteint un peu tous les organes. Ça peut donner des accidents vasculaires, de la méningite et d'autres maladies, de la conjonctivite, des allergiques et des phénomènes de rhinite. Au niveau des poumons, de l'asthme, des trachéites, de la BPCO, des bronchites, des pneumonies, et ça peut aussi transmettre des maladies infectieuses. Au niveau cardiovasculaire, tout ça, ça a été aussi démontré, les atteintes cardiaques, les arythmies, mais aussi, plus étonnant, au niveau de la reproduction et du sperme, et puis les allergies. Alors, comment on détecte qu'ils arrivent aux Antilles? On a les aérosols, on a des satellites, notamment les satellites de la Navy, qui vous donnent en temps réel. Par exemple, ici, vous voyez la Guadeloupe avec la quantité de poussière qui arrive. Donc c'est le fait d'avoir ces satellites, donc ça permet c'est donc prévisible, et donc on pourrait faire des formes de prévention lorsqu'ils arrivent, parce que c'est des phénomènes qui englobent, qui sont très très larges, qui restent pendant quelques jours, et donc ça peut être détecté. Sinon, il y a des capteurs. Alors les capteurs, il y a des capteurs au niveau du trafic routier, mais des capteurs, il y a des capteurs mobiles et des capteurs qui sont fixes. À peu près, il y a 3 mobiles à peu près et 3 fixes. Donc lorsque c'est les PM10 du trafic routier, il n'y a que ceux-là qui augmentent. Et lorsqu'il y a un phénomène de brume de sable, vous voyez que c'est immense, donc ça couvre toute la Guadeloupe, donc il y a une augmentation homogène des PM10 sur l'ensemble du territoire. Alors, je vous ai mis les seuils d'alerte. Vous voyez que ça a changé un peu, parce que pour les PM2,5, c'est 20 maintenant. Pour les PM10, c'est autour de 40 microgrammes par mètre cube. Pour l'ozone, c'est 100 microgrammes sur 8 heures. Pour le NO2, c'est autour de 200 microgrammes sur 1 heure. 40 en moyenne annuelle. Le SO2, c'est autour de 20 pour 24 heures. Donc vous voyez maintenant pour une ville comme Paris, comparé à une ville comme Pointe-à-Pitre, vous voyez que le NO2, il est 10 fois moins en Guadeloupe. Vous voyez que le SO2, il est en moyenne, il est 10 fois moins également. Pareil pour l'ozone. Et pareil pour les PM10. Donc on a l'habitude de dire que la Guadeloupe est une zone très polluée, parce qu'il n'y a pas une grosse activité industrielle, et deuxièmement, il y a des alizés qui balayent, et donc il y a peu de pollution à ce niveau. Alors, vous voyez ce travail qui a été fait par Blateau, donc, et dans
dans le bulletin de veille sanitaire, qui montre, ça c'est en Martinique, hein, qui montre que chaque année, périodiquement, donc ça fait depuis ça fait sur 6 ans, hein, de 2001 à 2006, périodiquement, dans le micro. Donc périodiquement, chaque année en tout cas, il y a un dépassement des seuils pour les PM10 hein, qui sont rapportés aux brumes de poussière de sable. Si on prend ce travail de Cassadou, toujours de l'Institut de veille sanitaire de la Guadeloupe, on montre qu'il y a un dépassement des seuils pour les PM10 hein, à cause des brumes de sable. Donc vous voyez, de 2001-2006, des fois ça peut être jusqu'à 50 jours hein, de dépassement. Il y a même des fois où ça peut dépasser 80 microgrammes par mètre cube pendant 21 jours. Si on regarde ce travail que l'on a fait, vous voyez que de janvier, donc en octobre en 2011, les PM10 arrivent surtout à partir de mai, hein, et puis persistent, en rouge les PM10, hein, persistent jusqu'à peu près octobre, jusqu'à novembre. Vous voyez que ça dépasse la dose de 40. Vous voyez qu'en première partie, en tout cas, c'est l'ozone que l'on a, hein, qui ne dépasse pas 100, mais il y a quand même des doses importantes. Et vous voyez que cette ozone vient de la circulation surtout américaine. Elle est transportée, donc elle est fabriquée plus loin, hein, comme tout polluant chimique. Et que lorsque, par contre, il y a des brumes de sable, il y a une baisse complètement de l'ozone. Par contre, les autres polluants, hein, ils sont à des très faibles niveaux. Là, si on voit un autre travail qui a été fait toujours de mars 2010 à mars 2011, on voit que là, c'est vraiment dans les 150 entre mars et juin-juillet hein, que chaque année on dépasse. Et là, on a dépassé, il y a des moments où c'était quand même assez important. Mais quand on regarde nos taux par rapport aux autres taux de certains pays, on est quand même... Là, par exemple, vous voyez au Niger, hein, il y a des taux de PM10 de 594, là aussi au Pakistan, par exemple, 540. Donc ça, c'est un mélange aussi bien des brumes de poussière que de la pollution anthropique. Vous voyez que les marqueurs de la pollution anthropique, bon, là aussi, sont très très élevés. Hein, bien sûr, ce qui a été montré par Fengchang en Chine, ben, ça reste toujours ici, par exemple, vous voyez, donc il y a des pays qui subissent vraiment très très forte quantité de pollution. Alors là, c'est tous les travaux qui ont été faits en Europe sur les poussières du Sarin, puisque les Espagnols, les Grecs et les Portugais sont très intéressés par les brumes de sable, vous voyez en Italie aussi. Donc c'est tous les études sur la mortalité qui ont été faites, hein, mortalité, morbidité. Là, une étude sur les femmes enceintes, et puis avec des risques relativement modérés, mais aussi importants. Et là, vous voyez un travail qui a été fait par Staffordshire, hein, donc sur 11 villes d'Europe, où il comparait les PM10 des déserts et les PM10 de l'hiver. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs villes qui ont été concernées, Milan, Turin, Bologne, Marseille, donc il y avait 11 villes à peu près. Il montre donc que les risques relatifs avec les PM10 de désert sont de 0,65%, alors qu'elle n'est que de 0,55%, donc un peu plus de risques relatifs avec ces poussières du désert. Donc la pollution et l'asthme de l'enfant, donc il y a une prévalence mondiale qui augmente. Hein, dans les Caraïbes, Montel avait montré qu'il y avait dès 2005 des problèmes de santé publique avec l'asthme. Mouchi et Hérisson avaient montré avec l'étude d'Isaac une prévalence plus importante. Les particularités aussi de la respiration de l'enfant le rendent particulièrement sensible à la pollution, respiration rapide et par la bouche, activité extérieure importante, immaturité immunologique. Et puis Vidal avait montré en 2018 que les enfants asthmatiques sont beaucoup plus sensibles aux effets de la pollution que les non asthmatiques.
Si on regarde qu'est-ce qui entraîne, quelles sont les caractéristiques de l'enfant, vous voyez que les alvéoles se développent jusqu'à l'âge de 6 ans, vous avez une respiration qui est beaucoup plus rapide, une augmentation du volume, et les effets sur la pollution, hein, c'est un travail qui a été fait par le Collège Royal. Vous voyez qu'il y a des décès, il y a des taux chroniques, il y a des réductions de la fonction respiratoire, ce qu'avait montré Function tout à l'heure. Il y a aussi de l'asthme et puis il y a aussi de l'absentéisme à l'école. Donc sur le plan de l'asthme et des poussières du désert, donc Samoli en Grèce avait montré qu'il y avait une association entre ces poussières et le nombre de visites pour l'asthme, une augmentation du risque de 2,54%. Kalateny avait montré aussi qu'avec le désert de Mongolie, il y avait une hospitalisation plus importante pour l'asthme de l'enfant. Park avait montré aussi dans respirologie une altération du big flow chez les enfants asthmatiques lors du passage de poussière du désert de Mongolie. Et puis, en Israël, un travail qui avait montré aussi que là, les taux de PM10 étaient très élevés. Vous voyez là, en bas, 108, et puis là, on passe à 170, et qu'il y avait une augmentation de la dispensation de médicaments et aussi une hospitalisation avec des risques relativement modestes, mais quand même présents. Là, c'est un travail au Koweït qui montre aussi avec des PM10 des taux qui sont quand même élevés le jour de la pollution, même avec des risques relatifs qui sont modestes mais bien réels. Dans les Caraïbes, donc le premier à avoir travaillé sur cette question, c'est Jeanne et l'équipe de Montel, qui avait montré que lorsqu'il y avait une baisse de la visibilité optique qui correspondait au passage de brume de sable, et bien, il y avait une exacerbation d'asthme chez l'enfant à Trinidad. Prospero, qui n'est pas un médecin, mais qui était un scientifique, un chercheur scientifique sur les problèmes physiques, avait fait un travail. Lui, il n'avait pas retrouvé de relation entre l'asthme et les poussières du Sahara, la Barbade. Akepina, lui, avait montré qu'il y avait une corrélation positive entre l'humidité, les poussières du Sahara et les visites aux urgences. Et puis le travail que nous avons fait, qui montrait que pour les tranches de 5 à 15 ans, il y avait une association entre les poussières du Sahara et les visites aux urgences pour les PM10 et les PM de 5-10. Il n'y avait pas de différence entre garçons et filles. Là, c'est le travail de Jeanne, le premier travail. Donc, vous voyez que sur le côté, c'est la visibilité optique. Et puis, on voit que lorsqu'elle baisse, il y a une augmentation des asthmatiques aux urgences. Beaucoup de pays n'ont pas de moyens de faire de la qualité de l'air, donc ils utilisent d'autres moyens. On avait critiqué ce travail en disant que la visibilité optique pouvait être abaissée aussi dans d'autres cas, surtout dans ces pays par les embruns marins. Donc ça a été une des critiques importantes dans cette étude. Ça, c'est l'étude d'Apinard qui montre qu'il y a une relation entre les poussières du Sahara et les hospitalisations pour asthme. Là, c'est notre étude qui montre qu'il y a une augmentation du risque, quel que soit l'âge de l'enfant, 5 à 8 ans, 9 à 11 ans et 12 à 15 ans, quand il y a des poussières du Sahara, puis il n'y a pas ce risque, en tout cas quand il n'y a pas de poussière du Sahara, ça c'était avec le PM10. Et ça, c'est aussi avec les PM de 5-10, donc les particules intermédiaires, où le risque était moindre qu'avec les PM10, mais existait également lorsqu'il y avait des poussières du Sahara et que l'on ne retrouvait pas lorsqu'il n'y avait pas de poussières du Sahara. Ce risque existe également chez l'adulte, sur un travail qu'on vient de terminer, qui montre que l'augmentation du risque est quand même modeste, de 6% et de 4% pour les PM10, PM de 5, risque que l'on ne retrouve pas avec les PM de 5. Alors, en conclusion,
Peut-on conclure qu'il y a une association entre poussière provenant du désert et l'aggravation d'état asthmatique? Il faut être prudent parce qu'il y a de fortes présomptions et pas de conclusion définitive car il y a encore trop peu d'études. Et puis ces études n'ont pas assez de données sur les mesures de polluants, il y a des facteurs de confusion qui ne sont pas pris en compte également, il y a également des problèmes méthodologiques, donc il y a encore beaucoup d'études à produire dessus. Par ailleurs, on ne sait pas distinguer pour l'instant les composantes des poussières qui sont responsables des effets. Par contre, si les effets sont confirmés, il y a des implications thérapeutiques possibles, vu la part inflammatoire que peut causer l'intérêt d'une corticothérapie inhalée avant les épisodes de poussière, qui elles sont prévisibles par les météos. Et puis la prévention classique est difficile avec les masques et tout ça dans les pays du Sud, où là, tout le monde est pratiquement tout le temps dehors. Donc c'est difficile de faire ce type de prévention. Voilà, je vous remercie. On voit que l'Afrique apporte toujours des matières premières partout. Alors, pour lancer le débat, vas-y. Ah, il faut appuyer. Non, de l'autre côté. Okay. Voilà, Gilbert, merci beaucoup pour ce travail qui préoccupe certainement la population en Guadeloupe, aux Antilles de façon globale. Merci pour la clarté des propos. Sincèrement, les données sont contradictoires et je confirme cela. Car je suis un petit praticien qui voit depuis au moins une vingtaine d'années, une vingtaine d'asthmatiques par jour. Je n'ai pas constaté, sincèrement, un véritable impact sur la fonction respiratoire et sur la manifestation d'asthme véritable et des données de poussière de Sahara. Certes que la gêne, il est tout d'abord psychologique, et les irritations au niveau ORL, au niveau trachéal, mais nous n'avons pas pu constater une augmentation véritable de la gravité de l'asthme, ou du déclenchement de l'asthme, de façon très significative. Et ceci est confirmé par les données. Certes, il y a un peu plus de consultations, mais ils n'ont pas de vrai impact. Est-ce que c'est ça, tes constatations? Alors, nous, on a fait un travail au niveau des urgences, c'est-à-dire qu'on a relevé tous les passages pendant toute une année chez les enfants. Donc, à partir de ces passages, on a relevé aussi toutes les données météo, toutes les données de polluants, et on a fait un travail statistique, l'étude cas croisée, qui a montré qu'il y avait une augmentation de risque. D'accord ? Alors, est-ce que cette augmentation de risque, elle est valable chez l'adulte? On a refait le même travail, une autre année chez l'adulte, et on a vu qu'il y avait une augmentation du risque. Alors, c'est vrai que, en tout cas moi dans ma consultation, c'est ça qui m'a poussé un peu à faire ce travail, parce que je suis arrivé en 2001, et je voyais beaucoup d'asthmatiques qui me disaient « Ah docteur, je ne sors pas aujourd'hui parce qu'il y a des brumes de poussière de sable ». Et j'augmentais les doses et tout ça, mais moi je ne connaissais pas ce que c'était les brumes de poussière de sable. Et quand j'ai vu d'autres médecins généralistes qui m'ont dit, bah oui, ici il y a les brumes de sable qui passent de mai à octobre et les patients sont gênés. Je suis allé voir les pharmaciens, toujours dans la Haute-Terre, et j'ai dit, bah, est-ce qu'il y a une surconsommation de ventoline pendant cette période? Les pharmaciens m'ont dit oui, on constate, nous, que pendant cette période, il y a une surconsommation de ventoline. On aurait pu faire aussi un travail tout simple, c'est-à-dire, à partir des pharmaciens, voir s'il y avait une surconsommation de ventoline à cette période par rapport à l'autre. Alors, quand je dis qu'il faut être prudent, parce que les études en médecine, ça nécessite d'être confirmé plusieurs fois. Et il ne faut pas confondre, comme elle disait très bien Chantal Raillerisson, une association statistique avec une causalité. C'est-à-dire que dans beaucoup d'études, on a vu qu'il pouvait y avoir des associations fortuites, puisque les facteurs de confusion n'avaient pas été bien prises, et donc on se retrouvait avec des associations qui sont pas toujours vraies. Donc il faut attendre encore que c'est... Alors,
ce qui est bien, c'est que, comme j'ai montré au début, hein, c'est que l'ONU s'est saisie de cette question et que donc le problème est réel et que à partir de là, on va standardiser les méthodes, hein, les méthodes de recueil, les méthodes d'analyse statistique et pouvoir produire, comme ce qui a été produit pour la pollution anthropique, quelque chose qui puisse être, je ne dis pas reproductible aussi, parce que c'est ça, hein, mais reproductible, c'est-à-dire que là, le problème des poussières du Sahara, c'est qu'il y a tellement un contenu différent à l'intérieur, il peut y avoir des microbes qui soient différents, des virus qui soient différents d'une année à l'autre, donc il peut y avoir un trigger une année qui provoque soit le virus, soit la bactérie, et puis une autre année, ça ne peut ne pas être la même chose. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir si chaque année, on a autant d'augmentation d'asthme. J'ai mis aussi le travail de Blateau, mais j'aurais pu citer aussi ses conclusions. Lui, il retrouvait une augmentation de la morbidité respiratoire et cardiovasculaire, bien sûr, et la morbidité respiratoire. C'est-à-dire que il retrouvait un passage un peu plus important en Martinique, hein, là, sur des patients qui étaient asthmatiques et BPCO. Il avait englobé le tout. Oui, mais il est certain que si vous voulez le recueil au niveau des urgences, il n'est pas un recueil spécialisé. Le recueil spécialisé, c'est franchement reçu par quelqu'un qui est compétent en maladie respiratoire, examiner correctement et voir la fonction respiratoire, le voir. Je confirme que l'impact il est psychologique. Tu sais qu'aux infos chez nous, chaque fois, tous les matins, la qualité de l'air, elle est très mauvaise et tout de suite, les gens commencent à prendre la ventoline. Sans, franchement, il y a une gêne psychologique. J'ai beaucoup apprécié la prudence dans la présentation, parce que franchement, c'est tout à fait ça. Mais soyons trop clairs, il n'y a pas franchement cette augmentation très significative de la maladie asthmatique avec les poussières du Sahara, d'autant plus que le volume de poussière est énorme et il ne dépasse pas beaucoup au niveau des alvéoles. Donc, moi, je serais très intéressé de faire une véritable étude clinique chez nous, associant plusieurs spécialistes, surtout avec une fonction respiratoire, un véritable examen spécialisé. Parce que beaucoup dans ma salle d'attente, les gens, c'est un impact tout à fait psychologique, et quand tu l'examines, et quand tu fais franchement une fonction respiratoire, tu ne vois pas de véritable modification et tu ne vois pas la nécessité de faire une véritable modification de traitement et ça marche. Merci pour ce commentaire du clinicien. Mon cher Fassi, peut-être que chez toi, il y a beaucoup de gens qui sont psychologiques dans ta salle de consultation. C'est là le clinicien, le Bernard. Oui, très rapidement, un petit peu pour rebondir sur ce que vous avez dit. Quand on a une éruption volcanique, ici, chez nous avons des éruptions volcaniques et c'est intéressant de savoir. Alors j'ai eu dans ma clientèle, les parents trouvent tout de suite la causalité de l'asthme, c'est l'éruption volcanique. Effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, il faudrait faire une étude. Ça n'a pas été fait ici. Ce que tu as fait, c'est-à-dire surconsommation de ventoline, c'est-à-dire passage aux urgences d'enfants ou d'adultes, etc. Mais il est vrai que les parents vont tout de suite attribuer c'est l'éruption volcanique qui a provoqué ça. Il y a une étude de Domely qui a été faite, qui a été publiée, je crois, dans la journal d'allergologie, mais il avait pris que les gaz. Or, les gaz, c'est très volatile. On peut pas il aurait dû prendre les poussières, hein, les particules. Ça, par contre, les particules, ça n'a pas été fait. Ça serait intéressant de le faire chez nous. Parce que c'est un problème assez important pour la population. Parfait, mais je pense qu'on va pouvoir remercier Gilbert, merci. Et maintenant, on va passer à on l'applaudit.